En fait, j'ai jamais été bon pour lire des longs romans comme Les Misérables. Même quand je lis plus lentement, je m'embête très vite puis j'abandonne. Mais bon, faut aussi avouer que le bouquin à lui seul fait 1632 pages. Mais d'un autre côté, il fait toujours partie du top du classement des meilleurs livres de tous les temps. J'avais déjà essayé de le lire plusieurs fois et j'ai toujours échoué, mais avec du recul, le problème ne venait pas vraiment de la taille du livre. Parce que le plus gros défi pour moi, c'est pas vraiment la vitesse, mais c'est plutôt l'immersion. Mais cette fois-ci, je me suis dit que j'allais m'y prendre autrement. Peut-être qu'en me chronométrant, qu'en étant méthodique et immergé dans le récit et qu'en documentant ma lecture dans une vidéo, j'allais enfin pouvoir finir Les Misérables. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu et que ça a été en fait beaucoup plus difficile que d'habitude. Le premier jour, étonnamment, j'ai adoré. Je pensais que ça allait être la partie la plus difficile, la présentation des personnages, le cadre avec Jean Valjean, Javert, Cosette, mais en fait, Hugo les décrit tellement bien qu'on a l'impression de les connaître. Donc niveau immersion, j'étais au top. J'ai même pris une claque dès l'avant-propos, juste après le sommaire, j'avais même pas commencé le bouquin que c'était déjà magnifique. Tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. En fait, cette phrase va littéralement tout changer pour la lecture de ce livre. Donc je suis content, on est le premier jour, j'ai lu 450 pages en 2 sessions de lecture avec des temps complètement différents. J'ai commencé à sentir un petit peu quel type de relation les personnages avaient entre eux et je commençais surtout à bien me faire à l'écriture d'Hugo. Par exemple, j'ai remarqué qu'il adorait les énumérations, qu'il avait aussi tendance à introduire des termes en latin que je comprenais pas du tout et qui perturbaient plutôt ma lecture. Donc au bout d'une centaine de pages, je commençais à comprendre qu'elles servaient pas grand chose au récit et vous connaissez la réponse, je les écrémais. Mais bon, on sait très bien que ça c'est le premier jour, tout se passe bien, on a très envie de lire, on découvre, on lit très rapidement et en fait très rapidement les galères commencent à arriver. Tout simplement parce que le lendemain j'ai commencé à lire 15 minutes et c'était catastrophique. J'avais cette sensation d'être lancé dans une histoire trop longue avec trop de personnages où on pense qu'on va rien comprendre tellement l'univers du récit est vaste et complexe. Donc je me suis dit que j'allais essayer de lire plus vite. Évidemment, c'est la bêtise à ne pas faire, mais c'était tellement horrible que même le 3e jour, j'ai pas ouvert le livre. Je commençais même à compter les pages qui me restaient à lire, bref, c'était mort quoi. J'étais même pas au tiers du livre que j'avais plus aucune motivation. En fait, j'avais déjà tout lâché, j'étais allongé sur le canapé, je me baladais dans le livre sur le sommaire, je voyais tout ce qui me restait à lire et je me voyais déjà abandonner la vidéo. Puis je commence à divaguer un peu, je lis la description de l'auteur et pof, je retombe sur l'avant-propos. Cette phrase « Tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. » me faisait penser qu'Hugo avait un vrai projet derrière la tête en écrivant Les Misérables. Donc je me suis dit bon, on oublie Les Misérables, je vais reprendre le bouquin que j'avais commencé il y a 3 jours, j'ai plus aucune envie de lire, mais autant aller voir dans quelles conditions est-ce que Hugo avait écrit ce bouquin qui est quand même un classique et puis bon, pour la culture générale c'est toujours intéressant. En fait, ce qui m'intriguait vraiment à ce moment-là, c'était de comprendre comment est-ce qu'un écrivain se lançait dans un ouvrage de 1600 pages. Comment est-ce qu'on se lance dans la rédaction d'un livre dont l'objectif premier est de dépeindre entièrement toute la réalité sociale d'un pays aussi vaste et complexe que la France. Donc je suis parti faire des recherches et je suis tombé sur le concept de livre-monde que Les Misérables incarnaient parfaitement. Donc je continue, je regarde une vidéo et là je découvre qu'Hugo a mis 17 ans pour écrire ce livre. 17 ans de vie politique et de rencontres qui ont permis à l'écrivain de connaître ses personnages avec un réalisme que l'on ne peut pas trouver ailleurs. En fait, on n'a qu'à prendre le cas de Jean Valjean. C'est un homme qui a grandi dans la plus grande dureté, dans la plus grande misère, à tel point que pour nourrir les siens, il a dû voler du pain. Et c'est ce vol qui lui a coûté une décennie dans un bagne à Nice. Et je venais justement de lire que Victor Hugo avait pour habitude de parler aux ouvriers, aux prisonniers et aux bagnards quand il était un homme politique. En fait, je commençais juste à comprendre que le réel qu'il a vu et vécu, il le retranscrit dans tous ses personnages. Et Hugo n'essaye même pas de les mettre en valeur, il les montre simplement tels qu'ils sont ou plutôt tels qu'il les a vus. Et c'est bête, mais au moment où j'ai compris ça, j'avais envie d'être le lendemain pour me dire bon ok, aujourd'hui de toute façon c'est mort, mais demain peut-être que je lirai une dizaine de pages juste pour mettre dans le récit et surtout à la place de Victor Hugo qui écrivait avec cette vie derrière lui. Un peu comme quand on connaît les secrets de tournage d'un film et qu'on a envie de le revoir juste pour avoir le regard du réalisateur. Et effectivement, le lendemain, ça n'a pas manqué. Je me suis même vu prendre des notes, à faire une mind map des personnages, de leurs liens, des lieux dans lesquels ils se situaient, bref, sur tout et n'importe quoi. Donc le 4e jour, j'ai commencé par 5 minutes de lecture, puis après, en fait, je me suis retrouvé à lire 1h30 et j'avais dépassé la moitié du livre. Donc j'avais été bien plus rapide que le premier jour. Bon alors c'est assez rapide mais pas trop en fait. J'ai fait plein de coupures, des phases de lecture assez courtes, changer d'endroit, prendre des notes, en fait tout ça, ça casse énormément le rythme. Mais, chose positive, ça m'a permis de plus me plonger dans des phases de réflexion, le livre ayant un penchant philosophique assez fort qui m'a beaucoup plu. Le regard d'Hugo sur la pauvreté, sur la quête du bien de Jean Valjean, sur le besoin de justice du gendarme Javert qui poursuit Jean Valjean indéfiniment. Mais en fait il y avait un deuxième élément, un deuxième truc qui faisait que j'avais envie de lire et surtout que je lisais beaucoup plus vite.
c'est qu'Hugo avait introduit dans son livre des personnages d'histoire qui m'ont fasciné. En fait, le premier, c'est Napoléon. Aujourd'hui, alors que je finissais la première partie du livre sur Jean Valjean, Hugo ne m'a pas fait reprendre directement le cours du récit. Il a fait un détour assez bizarre, assez curieux, mais extrêmement stylé de la bataille de Waterloo par Napoléon. Et comme d'habitude, sur chacune des 1632 pages, c'est écrit magnifiquement. Quand Hugo nous décrit la bataille de Waterloo, c'est pas juste une bataille, non, c'est, je cite, c'est le changement de front de l'univers. En fait, les connexions entre Napoléon et les personnages sont assez courantes dans le livre, soit parce qu'ils savent qu'il est en train de reconquérir la France, donc ils pensent à lui, soit parce qu'ils croisent un de nos personnages lorsqu'il est de passage dans une ville, bref. Et moi, personnellement, ça m'a complètement relancé. Je m'attachais vraiment de plus en plus à Jean Valjean et Cosette, leur parcours, leur cavale, toujours poursuivi par Javert, et philosophiquement leur quête du bien perpétuelle. Mais en plus de ça, Hugo nous décrit comment le destin de la France s'est aussi joué à quelques kilomètres de ses personnages à la bataille de Waterloo. C'est une des raisons pour lesquelles son roman a autant fonctionné. Je vous renvoie à la vidéo sur le Capital au XXIe siècle de Piketty pour comprendre comment le fait de mettre de l'histoire avec un grand H dans un livre le rend beaucoup plus bankable. Ça m'a notamment fait des piqûres de rappel à des livres d'histoire que j'ai lus très récemment, notamment, et je vous en dis pas plus, la saga de Max Gallo sur Napoléon. Après ça, en fait, je voulais qu'une chose, c'était connaître la fin du livre. En 2 jours, j'avais fini les 700 pages qui me restaient. Chaque jour, 350 pages en 1h30. Parce que c'est vraiment ça la leçon que j'ai tirée de cette lecture. Comme pour un marathon, c'est bien de commencer à son rythme. Et très paradoxalement, arrivé à la fin, j'avais encore plus envie de lire qu'au début. J'ai eu l'impression un instant d'avoir vaincu ma crainte des romans parce que celui-ci m'avait tout simplement bouleversé. Notamment parce que la fin est vraiment majestueuse. Comme après une longue randonnée à la montagne, cet instant où on arrive aux dernières pages et qu'on va arriver à cette vue sur l'horizon qu'on a tellement entendue, et bien dans la fin des Misérables, l'histoire avec un grand H frappe de plein fouet l'histoire avec un petit H. Tous les personnages sont dans la détresse la plus totale. Et cette fin, Hugo la laisse en suspens. C'est à notre imagination et à notre interprétation propre de lui donner le sens que l'on veut. Des morts, des blessés, des disparitions. Avec du recul, c'est la première fois de ma vie que j'ai lu 1600 pages, soit à peu près 5 bouquins en format poche, sans jamais avoir une seule page d'ennui. J'aimerais vraiment avoir vos retours en commentaire sur ce livre si vous l'avez déjà lu, et même de manière plus générale sur ce type de vidéo ou ce qui est publié récemment sur la chaîne pour savoir si ça vous plaît ou si vous aimeriez voir d'autres choses. N'hésitez pas, j'aimerais bien en parler avec vous. Merci encore et à très vite.